Belle manifestation qui est co-organisée avec les conférences phocéennes. Nous avons le plaisir et la chance, c'est vrai qu'on est chanceux d'avoir avec nous Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale de 2017 à 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre, et bienvenue à Marseille. Ici, vous êtes à l'EMD, l'école de management. L'EMD est une école qui fête l'année prochaine ses 50 ans d'existence. C'est une école une école privée d'enseignement supérieur, associatif. Donc nous sommes en train de travailler pour confirmer notre caractère d'intérêt général à travers contractualisation et SPIG avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, nous attachons énormément d'importance sur la formation intégrale de nos étudiants. Notre mission ne se résume pas uniquement à la formation académique. Notre devise, d'ailleurs, c'est « manager, c'est servir ». Donc, cette notion de service est très importante pour nous parce qu'on considère qu'elle est étroitement liée au leadership, à l'évolution dans l'entreprise, encore plus dans les défis modernes que connaît l'entreprise et la société. Et ça se transpire de plusieurs manières sur les programmes à travers énormément de cours d'ouverture, d'humanité, d'éthique, d'anthropologie, de géopolitique, de culture générale, qui occupent à peu près un tiers de nos programmes. Donc cette composition assimilée et associée à un tutorat individuel très précis que nous menons avec les étudiants nous permet, voilà, nous l'espérons bien entendu, de mettre sur le marché de travail voilà, de jeunes gens non seulement qui ont la tête bien faite, mais qui ont supposé faire du bien en entreprise et autour d'eux. Voilà, donc voici notre mission principale. Merci d'avoir accepté de venir parler de pas mal de sujets d'actualité et disons un peu urgents aussi, qui concernent l'école, qui concernent le développement, le futur de l'école. Vous êtes le mieux placé pour nous parler de ces défis que rencontre l'école aujourd'hui. Il y a énormément d'actualités qui tournent autour de l'école, de la République, et beaucoup aussi d'actualités qui sont les conséquences de plusieurs événements qui se sont produits pendant votre mandat à l'Éducation nationale. Donc, merci d'avoir accepté de nous parler de l'ensemble de ces défis, mais aussi de nous parler également du laboratoire de la République. Vous êtes le président, et des raisons pour lesquelles vous avez enclenché cette discussion, cette réflexion, et bien entendu la manière dont l'Assemblée, chacun à son niveau, peut contribuer au développement de cette réflexion, notamment et principalement dans la ville de Marseille, et au-delà bien entendu. Voilà, merci beaucoup de votre présence avec nous. Je vous laisse maintenant entre les mains de Gonzague et de Blandine pour vous poser des questions et puis pour parler également, j'ai oublié, du livre, c'est la Citadelle que vous avez sorti en début d'année à la rentrée. Donc encore bienvenue et merci s'il vous plaît d'applaudir très chaleureusement. Juste un mot pour les conférences phocéennes que je préside, donc que j'ai créé cette association pour essayer d'attirer des personnes de renom à Marseille. Alors l'objectif c'est d'avoir une personne par mois. Nous avons accueilli Sylvain Tesson le mois dernier. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Merci d'être ici. Et ben on va commencer tout de suite, on est déjà un peu en retard. Blandine, si tu peux nous rejoindre. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Je vous remercie. Votre parcours est celui d'une figure marquante de l'éducation et de la vie publique française aussi. Vous êtes agrégé de droit public, universitaire, vous avez été recteur, puis ministre de l'Éducation nationale de 2017 à 2022. Vous avez tout au long de votre carrière œuvré pour une école républicaine plus solide, inclusive et moderne. Votre action s'est inscrite dans une vision forte de l'éducation, de la maîtrise des fondamentaux à la transformation du lycée et du baccalauréat, en passant par une attention particulière à la formation et au soutien des enseignants. Vos réformes, parfois audacieuses, ont été portées par une conviction profonde, celle que l'école est le pilier
de notre cohésion sociale et qu'elle doit incarner et transmettre les valeurs de notre République. Votre engagement pour le renforcement de la laïcité et de la liberté d'expression dans l'éducation résonne d'autant plus fort aujourd'hui, dans un contexte où les jugements liés au meurtre tragique de Samuel Paty nous rappellent l'importance cruciale de ces valeurs. Aujourd'hui, en tant que président du laboratoire de la République, vous poursuivez votre engagement pour le dialogue et la réflexion autour des valeurs républicaines, de la laïcité et de l'unité nationale. Ce laboratoire d'idées se consacre à promouvoir et à défendre les principes républicains dans un cadre de partage et de recherche collective de solutions face aux défis contemporains. En parallèle de votre parcours politique, vous avez également développé une réflexion essentielle sur les crises profondes que traversent nos démocraties, réflexion que vous partagez dans votre récent ouvrage, et vous y interrogez les raisons de l'affaiblissement des sociétés occidentales et proposez de nouvelles perspectives pour comprendre et surmonter ces enjeux. Donc nous avons la chance d'échanger avec vous sur ces thématiques. Votre vision de l'éducation, de la démocratie et de la place des valeurs républicaines au cœur de notre société nous inspire et alimente nos propres réflexions. Nous vous remercions d'être parmi nous. Et je commence par une question qui n'a rien à voir, mais qui a une tradition, que je lance, comme c'est la deuxième fois. Je vais parler de Marseille. Vous savez que les Marseillais sont très fiers de leur ville, pas que de leur club de foot, mais de leur ville. Alors, une question très simple, que vous inspire Marseille ? Merci. Alors d'abord, merci pour l'invitation, merci pour la présentation, merci pour l'accueil ici. Je suis très heureux de connaître l'école grâce à cela et d'entendre ce que vous avez dit sur l'éducation intégrale, ça me va bien. Et je suis très, très heureux donc d'être parmi vous et merci à vous tous d'être là. Marseille, c'est mythique pour moi. Alors, malheureusement, je vais être obligé de passer par le club de foot parce que pour un petit garçon, ça commence souvent par là. Il se trouve que j'étais un supporter de Marseille dans les années 70. Donc, je suis vraiment entré dans le football par Marseille. Le Marseille de Carnus, Marius Trésor, Scoblar, Magnuson, etc. Je ne vais pas vous faire la liste des joueurs qui se sont succédés jusqu'à l'arrivée de Georges Beretta par un transfert de Saint-Etienne. Je suis choqué à l'époque parce qu'il allait gagner 12 000 francs par mois, je m'en souviens, et que c'était, on trouvait ça énorme. Et c'était le début de l'argent roi dans le foot. Donc c'était. Et j'adorais Marseille. Alors les matchs n'étaient pas retransmis à la télé à cette époque. On les écoutait à la radio. Et ensuite, je regardais le compte-rendu au journal le lendemain matin. Et donc, Marseille, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais mis les pieds même, était pourtant ma ville de cœur, grâce à ça. Et puis après, j'ai appris à connaître Marseille, je me suis venu. Je suis évidemment, comme je pense que tout le monde, sous le charme de Marseille, et que je voyais encore en arrivant ici, en longeant la mer, c'était vraiment magnifique. Donc j'ai, comme beaucoup de gens, une affection particulière pour Marseille. Et donc, sans aucune démagogie, je peux dire que c'est une des villes que je considère comme les plus attachantes en France. J'ai enseigné à Lille, et Lille et Marseille font une sorte de symétrie dans les villes. Et je pense que c'est une vraie symétrie pour les Français en général. C'est comme les deux pôles de la France qui sont peut-être que Brest et Strasbourg peuvent réclamer à peu près la même chose. On a là quelques points cardinaux qui sont très, très sensibles. Merci, je crois que c'est la bonne réponse en tout cas. Vous avez donc mené en tant que ministre de l'Éducation nationale des réformes assez audacieuses. Donc, je cite notamment la réforme des lycées, la suppression des séries générales S, ES et L. Je pense aussi au doublement des effectifs de professeurs dans les écoles primaires, dans les classes de CP et CE1. Vous avez aussi lancé le Grenelle de l'éducation, dans un processus consultatif. Et nombreuses de vos réformes se sont heurtées à une certaine insatisfaction du corps enseignant, voire parfois des mouvements contestataires. Je vais donc vous poser deux questions. La première étant comment avez-vous décidé de ces réformes, de quoi est-ce tirée cette priorisation-là? Et la deuxième, que retenez-vous de cette période donc turbulente? Pourquoi une telle résistance en fait à ces changements? Merci. Donc, je vais parler d'abord de l'élan et ensuite des frottements. C'est les deux sons
votre question. Donc, sur l'élan, il suppose, comme pour toute politique publique, de définir des priorités. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant, et je l'ai fait le plus explicitement possible en expliquant autant que je pouvais le pourquoi et le comment de ces réformes. Donc pour moi, il y a une priorité absolue qui surpasse toutes les autres et qui est la condition de toutes les autres et qui le sera éternellement. En tout cas, c'est ma conviction, je crois qu'elle est très logique, c'est les savoirs fondamentaux à l'école primaire. Et d'emblée, j'ai dit que c'était ma première priorité, puisqu'elle conditionne toutes les autres. Si les enfants ne savent pas lire, écrire, compter, respecter autrui en arrivant en 6e, on peut faire 1000 choses, mais c'est très très difficile de rattraper. Tout n'est après que rattrapage de quelque chose qui n'est pas ancré. Comme vous le savez, c'est quelque chose en plus qui est très démontré, encore plus depuis quelques années avec les sciences cognitives. On sait à quel point les 7-8 premières années de l'enfant sont fondamentales, d'où d'ailleurs l'importance de ce qu'on dit sur la femme enceinte, ce qu'on dit sur l'enfant qui vient de naître, sur les 3 premières années, même un bébé de 5 mois qui est là pour nous écouter. Et c'est la personne qui va profiter le plus de cette conférence parce qu'il absorbe tout, et elle absorbe tout, et tout ceci est même fascinant en réalité. Par exemple, l'apprentissage d'une langue étrangère se fait beaucoup plus facilement à 11 ans. Comme vous le savez tous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons comme tradition d'apprendre les langues étrangères à partir de 11 ans dans le système scolaire. Mais donc nous devons prendre en compte cette réalité qui est fondamentale pour l'être humain. Donc ma première priorité, ça a été les savoirs fondamentaux à l'école primaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y aura peut-être des questions, mais il y avait 4 piliers qui étaient essentiels pour faire ça, et que nous avons accomplis. Certains, je viendrai sur les frottements tout à l'heure, étaient plus consensuels que d'autres. La plupart des mesures que j'ai pu prendre pour l'école primaire en réalité ont rencontré un grand assentiment dans la population, d'après les enquêtes. Je me souviens qu'en 2017, il y avait 80% d'approbation pour mes 4 mesures principales. Mais parfois des résistances à l'intérieur de l'éducation nationale. Mais en tout cas, sur ces 4 piliers, c'était premièrement les évaluations de début d'année. C'est quelque chose qui maintenant est rentré dans une sorte de coutume, et que celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants dans leur entourage, ou des enfants, des petits-enfants, le voient peut-être, mais en début de CP, à mi-CP, en début de CE1, en début de CM1, en début de 6e, en début de 4e, et en début de seconde, il y a désormais une évaluation du niveau en français, du niveau en mathématiques de chaque enfant en France. Nous sommes le seul pays à faire ça désormais, et cette innovation est absolument essentielle. C'est pas quelque chose qui a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de résistance, mais on l'a peu commenté, et c'est pas grave d'ailleurs, mais le fait est que c'est aujourd'hui un outil absolument essentiel dans la vie courante de l'école primaire, parce que ça signifie que d'abord, premièrement, tout professeur des écoles peut avoir, ou de collège d'ailleurs, peut avoir une idée du niveau de ses élèves en début d'année, et donc peut personnaliser ses pédagogies, qu'on peut avoir une idée de ce qui se passe dans une école, sur un territoire, et même à l'échelle de la France. Et c'est ainsi que nous sommes le pays qui a pu avoir une vision de l'impact négatif du premier confinement lors de la crise sanitaire sur le niveau des élèves. Donc on a vu évidemment que cet impact était négatif, comme prévu, mais on a pu le mesurer, ce qui est très important, et ce qu'on a vu aussi comment on a pu rattraper ça ensuite dans un deuxième temps. Donc les évaluations de début d'année, à la fois comme thermomètre et comme stimulant du système. Deuxièmement, vous y avez fait référence, c'est la mesure la plus connue, c'est le dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. Donc en grande section, on CP, CE1. Au moment où je vous parle, 400 000 enfants par an sont concernés par cette mesure. Elle est fondamentale. Et les dernières évaluations de début de 6e, qui ont fait l'objet d'ailleurs de commentaires proprement hallucinants par la presse, qui réussit toujours à peindre en noir même ce qui est rose, mais en l'occurrence, nous montre que nous avons un rapprochement du niveau REP+, vers ce qui n'est pas éducation prioritaire. Et d'ailleurs, les évaluations internationales nous montrent aussi nous ne sommes plus le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, loin de là. Et donc les premiers fruits de cette politique là sont portés. En troisième lieu, nous avons fait un plan français, un plan mathématique qui concerne tous les professeurs des écoles de France, basé sur ce que le conseil scientifique que j'ai créé avec à sa tête Stanislas Dehaene, qui est professeur de sciences cognitives au Collège de France, a permis de promouvoir,
Autrement dit, tous les professeurs sont passés par, en français et en mathématiques, presque tous, en français et en mathématiques, par des formations sur ce qui se fait de mieux dans les domaines où on constate des faiblesses. Ces mesures sont complémentaires entre elles. Par exemple, si sur un territoire, vous voyez que le point faible de l'école, c'est la géométrie, eh bien, la formation que vous enclenchez dans le cadre du plan mathématique, elle va porter plus particulièrement sur la géométrie. Et puis, en quatrième lieu, toutes les augmentations budgétaires que j'ai pu avoir, je les ai concentrées sur l'école primaire, parce que la France était dans une situation tout à fait absurde. Elle dépensait plus que la moyenne des pays de l'OCDE pour son enseignement secondaire, et moins pour son école que la moyenne des pays de l'OCDE pour son école primaire. Ce qui est évidemment absurde, puisque ce que vous ne dépensez pas pour l'école primaire, l'enseignement secondaire doit le rattraper ensuite, donc c'est un faux choix absurde. Et donc j'ai concentré les développements de moyens, et donc on a amélioré sans arrêt le taux d'encadrement à l'école primaire. Chaque rentrée de 2017 à 2022, le taux d'encadrement à l'école primaire dans chaque département de France s'est amélioré. Sur la base de ces 4 piliers, nous avons eu le début d'une amélioration du niveau à l'école primaire, chose qui est relativement méconnue d'ailleurs, puisque on parle de PISA, on parle qui concerne les élèves de 15 ans, mais par exemple on ne parle pas de PIRLS, qui est l'autre grande évaluation. Il y a 3 grandes évaluations internationales, une que tout le monde connaît, PISA, et 2 autres que beaucoup moins de gens connaissent, PIRLS, qui mesure le niveau de lecture des enfants de 8 ans, et TIMSS, qui mesure le niveau des enfants de 8 ans et 14 ans en mathématiques. PISA et PIRLS les résultats ont été donnés l'année dernière, mais portaient sur, en gros, la période pendant laquelle j'étais ministre. Et TIMSS sort dans 1 mois, donc dans 1 mois vous penserez à moi, j'espère, évidemment, quand TIMSS va sortir et corroborera ou pas tout ce que je vous dis ce soir. Mais ce qui est très intéressant, ça fait un peu la transition avec votre deuxième question, c'est que l'une des enquêtes, donc PISA, nous dit des choses en première approche plutôt négatives, c'est-à-dire une baisse du niveau, notamment en mathématiques en France pour les élèves de 15 ans. Je dis plutôt négatif parce que tous les pays du monde ont baissé dans cette enquête PISA. Parce que cette enquête PISA couvre la période de la crise sanitaire. Donc tous les pays du monde ont baissé, et la France aussi. Sauf que la France a baissé 2 fois moins que les autres. Ce que je vous dis n'est pas une nouvelle magnifique. C'est pas pour vous dire, PISA nous dit que nous sommes très beaux. Mais ça n'a rien à voir avec les commentaires qui sont faits, notamment par la classe politique. Quand elle en parle en général très mal. Parce que par exemple, vous entendez toujours le terme décrochage scolaire de la France situation catastrophique, etc. En réalité, au moment où je vous parle, nous sommes, selon PISA, au même niveau que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Nous sommes tous dans la même zone en nombre de points. Dans le précédent PISA, nous étions en dessous de la plupart des pays que je viens de citer. Mais nous avons attrapé négativement, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous nous retrouvons au même endroit parce qu'ils ont baissé 2 fois plus que nous, notamment parce qu'ils ont fermé beaucoup plus que nous les écoles pendant la crise sanitaire. Et que par ailleurs, je n'ai jamais prétendu que nous arriverions à augmenter le niveau au collège, alors que le cœur de l'effort a été fait à l'école primaire, dans une logique de cohorte, qui maintenant arrive à l'âge du collège, ce qui rend cohérent les mesures qui sont prises actuellement pour le collège, et que je préconisais évidemment aussi, mais qui ne pouvaient arriver que en leur temps. Et puis, en même temps, vous avez l'étude PIRLS, et l'étude PIRLS, elle, concerne la cohorte qui commençait à arriver à l'âge de 8 ans, après les mesures que je viens de vous citer. Et là, par contre, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 pays au monde, qui ont augmenté leur niveau pendant les 5 années en question, et ces 2 pays s'appellent le Portugal et la France. Sur les 3 enquêtes dont je viens de vous parler, qui existent depuis maintenant environ 25 ans, avant il n'y avait pas d'enquête internationale, avant les années 2000, c'est la première fois depuis 25 ans que la France augmente son niveau par rapport à la fois précédente. Et elle le fait au moment où tous les pays du monde chutent. Autrement dit, pendant ces 5 années, nous n'avons pas seulement limité les dégâts. Quand vous voyez la courbe, pour ceux qui regarderont le livre, je mets cette courbe en annexe. Il y a une courbe qui montre ça doit être l'annexe 2, je pense. Là, vous avez des pays qui ont limité les dégâts.
par exemple des pays comme Singapour, la Suède, puis des pays complètement qui se sont... voilà, vous êtes un peu loin, mais c'est ce schéma-là croyez-moi sur parole. Et donc, par exemple, vous avez, je le connais par cœur, mais par exemple Singapour ou l'Espagne ont un peu limité les dégâts, mais baissent. Des pays comme la Slovénie ou l'Iran ou la Russie sont complètement effondrés dans cette période. Et puis, vous avez deux pays qui sont au-dessus de zéro, au-dessus de la ligne, autrement dit, qui progressent et qui ne régressent pas. Et ces deux pays sont le Portugal et la France. Et ça signifie que non seulement on a limité les dégâts par rapport à la crise de Covid, mais nous avons aussi fait des choses qui ont permis de s'améliorer. Donc s'améliorer quand le monde entier baisse, c'est pas quelque chose qu'on peut dire beaucoup, par exemple sur les comptes publics ou sur d'autres sujets concernant la France pendant les 5 dernières années. Donc, mais ce que je viens de vous dire, si une seule personne l'a entendu avant que je le dise ce soir, merci de lever la main, j'en serais très heureux, mais je pense que ça n'est pas le cas, à part une ou deux personnes qui étaient dans mon cabinet et qui ne lèvent pas la main par pudeur, mais sinon, personne ne le sait, et c'est bien un des problèmes. Teams, qui sortira dans un mois, mesure le niveau en mathématiques à l'âge, disons, du CM1 et l'âge de la 4e. Je m'attends, je peux me tromper évidemment, je fais une sorte de pari devant vous, parce que je n'en sais rien, mais je m'attends à ce que ce soit plutôt pas mauvais ou voire bon pour les élèves de l'âge du CM1, et encore assez moyen, voire un peu mauvais pour ceux qui ont l'âge de la 4e. C'est cohérent avec ce que nous avons fait. Nous verrons. Mais là aussi, c'est pareil, hein, c'est des élèves qui sont mesurés. L'enquête présente c'était 2016, ensuite 2022, hein, je crois que c'est cette échelle de temps. Donc, pour tous les pays du monde, c'est là encore la traversée de la crise sanitaire. Donc, le pari que je peux faire assez facilement, c'est que presque la plupart des pays du monde vont baisser dans le Teams qui va sortir. Est-ce que nous, on va baisser un peu moins que les autres, ou est-ce qu'on va même réussir à augmenter? Ben, c'est ce que l'on va voir. Mais en tout cas, on a déjà, pour la question de la lecture, un début de progrès. Et là aussi, les évaluations nationales. Alors, je suis un petit peu long, pardon, mais votre question appelait un développement un peu long. Je parlerai peut-être du lycée carrément pour pas faire un tunnel. Mais je vais le faire quand même. Je vais parler quand même du lycée à l'occasion du frottement, donc un tunnel avec des aérations. Évidemment, en matière éducative, comme dans d'autres domaines, mais notamment en matière éducative, ça va beaucoup mieux quand vous avez un climat de confiance vis-à-vis de l'école. Autrement dit, tous les sujets dont nous parlons ce soir, ils sont à 50% techniques. Vous voyez, les 4 piliers que je vous ai dit, ça renvoie à pas mal de choses techniques, précises, mais 50% est psychologique. Les moments où la France est allée bien dans son histoire en matière scolaire, c'est quand la France avait confiance dans son école. Et les pays qui vont bien aujourd'hui, j'ai cité Singapour, on peut parler de certains pays scandinaves ou asiatiques, c'est les pays qui font confiance dans leur école. Et ce cercle vertueux de la confiance, il est essentiel. En France, il est assez abîmé depuis 3 ou 4 décennies, et c'est pour ça que mon slogan, c'était l'école de la confiance, parce que il est très important que la société parle bien de son école, que les parents fassent confiance aux professeurs, que tout le monde fasse confiance à tout le monde et que ceci débouche sur une atmosphère de confiance. C'est évidemment pas le cas. Ça n'est pas non plus pas du tout le cas. On est dans une situation très hétérogène. Il y a beaucoup d'écoles en France qui vont très bien, beaucoup de collèges aussi, j'en ai vu des centaines. Il ne faut pas oublier que ça existe. Il y a aussi, si on raisonne par région, toute la moitié ouest de la France va assez bien scolairement quand vous regardez les chiffres. Hein. Les chiffres de la Bretagne peuvent se comparer aux chiffres de la Finlande, par exemple, très facilement. Et puis, il y a des régions où ça va pas du tout. La région parisienne, la Picardie, une partie de la région où nous nous trouvons. Il y a évidemment de l'hétérogénéité sur le sujet, et il faut donc en aborder toute la complexité. Mais ça irait beaucoup mieux s'il y avait en France une capacité à calmement faire des diagnostics, calmement se projeter dans l'avenir et de manière unie aller vers ses objectifs. Or, vous l'avez bien vu, pendant ces 5 années,
Et je n'ai cessé d'avoir à lutter de tous les côtés, une épée dans une main, un bouclier dans l'autre, pour avancer un peu et avancer. Et même pendant la crise sanitaire, et j'en parle dans le livre, où nous sommes le pays qui s'en est le mieux sorti avec la Suisse en matière de fermeture des écoles. Et où j'ai eu, vous vous en souvenez probablement, de l'extrême violence face à moi par rapport à ça, en termes d'accusations, etc. Et où aujourd'hui, maintenant que nous pouvons regarder calmement ce qu'il en est a posteriori, là aussi je vous donne des tableaux dans le livre, nous savons que les choix que nous avons faits ont été les bons. Nous avons fermé 12 semaines pendant le Covid, les écoles. L'Allemagne, c'est 38. L'Italie, c'est 38. Aux États-Unis, les enfants ne sont pas allés à l'école. Un enfant sur deux n'est pas allé à l'école pendant 1 an. Et le reste, pas beaucoup non plus. Ça se paye très cher. C'est une catastrophe éducative mondiale. Dans le livre, je rappelle, évidemment pas de façon exhaustive, puisqu'il faudrait une bibliothèque entière, mais le tombereau d'insultes, d'injures, de violences qu'il y a eu à cette époque. Les gens qui ont eu cette violence à cette époque ne rendent aucun compte aujourd'hui. Je donne l'exemple d'une épidémiologiste médiatique qui, en 2021, m'insultait tous les soirs sur les chaînes de télévision en disant que je faisais les mauvais choix, qu'il fallait fermer tout de suite, qu'on allait vers la catastrophe. Je donne aussi des statistiques de mortalité avec peu ou pas de corrélation entre ce qu'on a fait en matière de fermeture des écoles et le nombre de morts pour 100 000 habitants. Un pays comme le Pérou a fermé totalement ses écoles pendant 2 ans et a battu le record de morts pour 100 000 habitants mondial. Donc, on va peut-être dans certains détails ultérieurement, mais c'est pour vous dire que vous avez un degré de violence considérable dans ce genre de moment, là où, à un moment, vous pourriez espérer un peu d'unité nationale, et ceux qui s'adonnent à cette agressivité ne rendent aucun compte. Cette dame qui m'a traité plus ou moins de menteur, d'assassin, etc., aujourd'hui, tout va bien pour elle. Elle réclamait qu'on ferme, si on avait suivi cette dame, de janvier à juin 2021, on aurait fermé les écoles de France. On ne les a pas fermées. Imaginez que j'ai eu tort. Imaginez qu'à cause de moi, il y a eu beaucoup de contamination en plus, ou qu'il y a eu des problèmes, mais je serais en cours de justice, et tout le monde me haïrait, etc. En revanche, pas grand monde m'a remercié après, mais, ce que je ne demande pas d'ailleurs, mais par contre, je ne demande pas non plus que cette dame passe en justice, mais je demande à ce qu'il y ait une conscience publique, qu'on tire les leçons de ce genre d'épisode. C'est-à-dire que c'est le fameux adage la critique est aisée, mais l'art est difficile, mais là qui est porté à une extrémité, c'est-à-dire que c'est très très facile. Aujourd'hui, chacun peut librement, via les réseaux sociaux ou en éditant des députés LFI, dire toute sa nervosité toute la journée, érupter sans jamais rendre des comptes, érupter gratuitement. Et ceux qui ont des responsabilités, mais c'est moi, c'est vous en dirigeant une école, c'est quiconque accepte de prendre des responsabilités dans la vie. Là, par contre, il y a une espèce d'extrême agressivité à l'endroit de ceux qui prennent des responsabilités. C'est évidemment très dangereux pour la démocratie, puisque à la fin, vous aurez de moins en moins de gens pour prendre des responsabilités. Et deuxièmement, ça donne une sorte de supériorité, ça rejoint des choses que vous avez dites tout à l'heure, une sorte de supériorité aux minorités violentes et actives face à, disons, au grand bon sens qui représente encore 80 à 90% de la population. Et ça nous mène à la question des dangers que court la démocratie aujourd'hui, mais c'est aussi une façon de vous répondre. Alors évidemment, je pourrais rentrer dans plein de détails, mais je pense que cette fois-ci, mon tunnel va manquer d'aération. Mais évidemment, la réforme du lycée est aussi un bel exemple de cela, avec un problème supplémentaire qui est le statut de la vérité, disons en tout cas le statut des informations fiables dans nos sociétés contemporaines, puisque par exemple, je vais aller droit au but sur la question lycée, la polémique la plus importante, elle a été sur maths et sciences, donc vous avez supposément devant vous l'homme qui a abîmé les études de mathématiques et de sciences en France et obéré nos capacités à préparer les futurs ingénieurs et chercheurs. Eh bien, figurez-vous que cet homme-là fait que, pas seul, il y a des gens qui ont travaillé avec lui, mais c'est au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'étudiants en prépa scientifique en France. Vous pensez aussi que
que cet homme-là a fait baisser le nombre de filles qui font des maths et des sciences. Et au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant de filles inscrites dans des cursus scientifiques en France. Or, avez-vous jamais entendu les deux phrases que je viens de prononcer là? C'est-à-dire record d'étudiants en prépa scientifique, record de filles en cursus scientifique. Vous l'avez probablement jamais entendu. En revanche, le contraire, vous l'avez entendu 200 fois par jour sur les ondes. Vous avez des lobbies qui se déchaînent là-dessus. Vous avez des syndicats, des partis politiques qui répètent en boucle des choses fausses sur cette question. Vous avez des courbes qui ont été faites erronées. Par exemple, il y en a une qui a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux, où vous voyez le nombre d'élèves qui font des études scientifiques au lycée, depuis l'origine des temps jusqu'à 2019, donc ça ne cesse d'augmenter, puis d'un seul coup, vous voyez, réforme Blanquer, et chou, une espèce de chute qui vous donne envie de me pendre, et moi de me pendre directement si cette courbe est vraie. Le problème, c'est que cette courbe est fausse. Et que pour la bâtir, ceux qui l'ont fait considèrent que si vous avez fait physique, chimie, SVT et maths complémentaires en terminale, vous n'êtes pas dans un cursus scientifique. Alors il y a quelqu'un de très réputé, qui sans doute est apprécié de certains d'entre vous, et de moi aussi, qui s'appelle M. Jean Covici, qui a fait un post sur LinkedIn pour dire catastrophe, malgré les préconisations de gens pertinents comme moi, la réforme du bac a baissé le nombre de personnes qui font des maths et des sciences, etc. Très bien. Il le dit de manière très forte, très virulente, etc. Donc, c'était une époque, avant la parution de mon livre, où je m'étais astreint à du silence. Et puis là, ce jour-là, voyant ça, je suis sorti du silence. Et je fais donc un post LinkedIn en réponse, et je dis, écoutez, ça fait 2 ans que je ne m'exprime pas, parce que j'attends que les gens qui ont le goût de la vérité, le goût de la vérification des données, réfutent les sornettes qui sont dites là-dessus. Et quand je vois que vous, qui faites profession de vérifier la donnée sans arrêt sur les questions d'environnement, dites que vous allez chercher les vérifications, vous tombez dans le premier des panneaux, alors je suis obligé de sortir de mon silence et je réfute ce que vous venez de dire. Clac, clac, clac. Chacun peut aller voir sur LinkedIn ce que je suis en train de dire. Réponse et notamment, je lui dis, votre courbe, là, est fausse. Pour la raison que je viens de dire. Réponse de Jean Covici, dans un autre poste. Ah oui, mais pour faire cette courbe, on a considéré qu'on ne prenait pas en compte tous les élèves qui font moins de 12 heures par semaine en maths et sciences. Donc, reposte de votre serviteur, qui se résume assez vite, puisque ce poste dit 6 plus 6 plus 3 plus 2 égale 17. 17 est supérieur à 12. Et donc, les élèves que vous avez exclus de ça c'est pratiquement l'essentiel des élèves qui se destinent à médecine, par exemple, qui évidemment étaient dans la courbe avant 2019, parce que c'est en gros des élèves qui faisaient S, ne sont plus dans la courbe après. Alors moi, je peux vous construire toutes les courbes du monde pour vous montrer que la Terre est plate, pour vous montrer que le ciel est vert, que la mer est rouge, etc. Quand on a ce problème du statut de la vérité, et sur le sujet dont je suis en train de parler, je ne suis pas en train de vous parler des anti-vax ou de je ne sais quoi. Je vous parle du milieu des mathématiciens. Je vous parle d'un ingénieur très reconnu dans le domaine de l'environnement. Donc, quand on en est à ce niveau de risque pour le débat public sur les données qui sont distribuées, il y a évidemment un risque énorme. Donc, bien entendu, je vais conclure sur cette question, sur ce point. Je ne suis pas en train de vous dire on n'a fait que des choses magnifiques, la réforme est parfaite, etc. Je suis très fier de cette réforme. Je pense qu'elle est extrêmement modernisatrice pour le pays et qu'elle a permis, par exemple, de faire émerger la discipline informatique dans notre pays, qu'elle permet le genre de résultats que je viens de vous dire, qu'elle est beaucoup plus épanouissante pour les élèves, qu'elle augmente l'exigence. Je rappelle que l'esprit de la réforme, c'est comment, en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat. Et j'avais un point de repère pour la faire, c'est que la France, avant cette réforme, c'est 60% d'échecs des étudiants en fin de première année de l'enseignement supérieur. C'est l'exemple même du scandale français, c'est-à-dire comment vous gaspillez de la richesse humaine et financière aussi d'ailleurs. Parce qu'on avait un système où, au fond, les élèves passent d'année en année sans arrêt, ont le baccalauréat relativement facilement, et donc le premier moment, la première heure de vérité sur le véritable niveau, c'est quand à 19 ans, on vous dit, mon vieux, n'espérez quand même pas passer en deuxième année, vous faites 20 fautes d'orthographe par page, même vos savoirs fondamentaux sont pas ancrés,
merci, au revoir. Et là, plus personne n'est responsable de rien. Pas de la faute de l'université qui constate un niveau, pas de la faute de l'élève à qui on n'a jamais vraiment dit ça avant, et c'est de la faute de personne, en fait, tout est dilué. Et moi, je n'avais que ça en tête en faisant la réforme. Je ne dis pas d'ailleurs que tout est miraculeux. Le taux dont je vous parle, il a baissé un petit peu depuis. Il baissera, j'espère, par la combinaison de la réforme du lycée, de la réforme du baccalauréat et de Parcoursup. Mais sur Parcoursup, c'est la même chose. Vous entendez beaucoup de critiques, et forcément, il y a plein de choses à améliorer certainement dans Parcoursup. Mais vous n'entendez pas tous ceux qui, en réalité, grâce à ça, ont été beaucoup mieux affectés que dans le système précédent. Vous n'entendez pas les acteurs de l'enseignement supérieur qui, grâce à ça, ont des élèves correspondant davantage à ce à quoi correspond le cursus dans leur cursus, etc. Autrement dit, on parle de tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure et on finit par croire que à cause de ça, le système de train ne fonctionne plus du tout. Mais en réalité, ça a représenté, et je peux faire des débats de 2 heures, 3 heures, 10 heures si on veut là-dessus, et je vous rassure, je m'arrête, la combinaison de ces choses-là améliore l'avenir de nos élèves, d'autant plus que la réforme a consisté à leur donner plus de choix et à dire, puisque tu choisis, tu approfondis davantage. Donc c'est la première fois depuis au moins une quarantaine d'années, au moins 40 ans, que la révision des programmes n'est pas allée dans le sens de l'édulcoration du programme, mais dans le sens d'un programme plus exigeant. Et par exemple, un élève de terminale S faisait 8 heures quand il faisait le maximum de maths, 8 heures de maths précédemment. Aujourd'hui, c'est 9 heures. Et le programme qu'on a mis en place, il ressemble un peu au programme de terminale C qu'il y avait avant et qui avait été édulcoré depuis lors, en un peu plus modernisé. Et ça, personne ne le sait non plus. On a rénové tous les programmes dans le sens d'une plus grande exigence. On a révisé les programmes d'économie dont on disait qu'on n'arriverait jamais à les réviser parce qu'il y avait des enjeux idéologiques trop forts. Tout ça, on l'a fait. Et les oppositions et le brouhaha général nerveux de la France fait qu'on a réussi à installer l'idée que la réforme du bac, c'était bizarre, peut-être même un peu catastrophique, qu'on obérait l'avenir du pays, etc. C'est dans ce climat-là qu'il faut quand même réformer. Honnêtement, si on vous dit ça à l'avance, c'est un peu comme quand vous faites du vélo et qu'il y a une montagne, vous ne savez pas très bien tout ce que vous avez à monter, et une fois que vous l'avez monté, vous vous dites, si je l'avais su en bas, je ne sais pas si je l'aurais fait quand même. Le ministre qui commence un mandat, il est un peu dans cette situation. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour prendre une autre métaphore, c'est Tintin avant d'aller dans l'île Noire, quoi. Tout le monde lui dit, n'y va pas, il y a un monstre qui t'attend, qui va te manger dans l'île, quoi. Et bien on l'a fait. Et on l'a fait en traversant une crise sanitaire, et une crise sociale, celle des Gilets jaunes, une crise sécuritaire. Donc, ceci pour vous dire qu'il y a eu énormément de frottements. Si j'ai eu à cœur d'écrire ce livre, et à cœur d'en parler dans des moments comme ce soir, c'est pour dire attention aux apparences. Creusons davantage. Bien sûr, c'est des sujets sur lesquels les choses ne sont jamais 100% parfaites ou 100% nulles. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'elles ont largement dépassé le 50% de dimension positive. De dimension positive, d'accord. Merci. Justement, je voulais vous demander, vous êtes le ministre, je crois, de l'Éducation qui détient le record de longévité, 5 ans. Bien sûr, ça comprend le Covid, il y a eu des turbulences, donc c'est peut-être pas comparable facilement. Est-ce que quand même, donc je préfère le demander à vous plutôt qu'à vos détracteurs, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui, avec ce recul, vous reviendriez dans ces réformes ? Est-ce qu'il y a des choses où vous pensez que ça aurait pu être fait différemment ? Ou peut-être qu'il reste à faire, au contraire ? Alors évidemment, il y a 2 catégories. Il y a ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas fait, puis il y a ce que j'ai fait qui aurait pu être mieux fait ou qui n'aurait pas dû être fait. La première catégorie, elle est importante. Il y a beaucoup de choses, évidemment. Vous ne pouvez pas tout faire en 5 ans. Et quand vous les faites, moi quand j'étais quand j'étais ministre, la plupart des discours que j'avais, y compris dans mon entourage proche, c'était piano, quoi. C'est-à-dire là, on accumule les choses, ça fait trop, on ne comprend plus rien. C'était ça le discours. En réalité, quand on regarde a posteriori, moi je me dis pas du tout piano. Si j'ai des regrets, c'est que j'aurais dû pousser encore plus. Et donc je pourrais par exemple me dire, tiens, au fond, l'idée que je m'étais faite au début, qu'il fallait attendre pour le collège, faire juste l'opération de devoir fait, qui était un petit peu un levier de progrès intéressant,
mais qui devait s'accompagner d'autres choses. Au fond, la théorie selon laquelle il fallait faire école primaire et lycée pour faire un peu en sandwich le collège et faire ensuite la réforme du collège lors du deuxième quinquennat, et ce qui est finalement en train de s'accomplir en partie. Parce que par exemple l'idée des groupes de niveau, on l'avait dès 2016 et elle fait partie du programme. Si c'était à refaire, peut-être que je ferais tout, que du coup je passerais en force. Mais alors on aurait eu encore plus de frottements, encore plus de conflictualité, encore plus de problèmes que ce que l'on a eu. Sachant que pour le collège, on sortait de la réforme de ma prédécesseur, que justement j'ai eu en quelque sorte à réparer, enfin pour laquelle j'ai eu à réparer certaines choses, notamment remettre les langues anciennes, les classes bilangues, etc. Donc il y a tout ce que je n'ai pas fait et que j'aurais pu faire en plus. Et puis il y a ce que j'ai mal fait. Alors, exemple, justement, je viens de parler des langues anciennes. Je suis très attaché aux langues anciennes. Je pense que c'est très profitable pour les élèves de France de faire plus de latin et de grec que ça n'est le cas aujourd'hui. Je le dis dans la cité phocéenne, une conversation phocéenne, dans la vie grecque par excellence, ça fait sans doute partie de son charme. Et il serait très important que les élèves à Marseille renouent avec le grec ancien. J'ai vraiment beaucoup milité pour ça et j'ai pas bien réussi. J'ai réussi un peu un rétablissement au collège et la réforme du lycée, malheureusement, n'a pas endigué cela. Peut-être même qu'elle a empiré certaines choses. Et donc, par exemple, si j'étais en fonction aujourd'hui, je prendrais des mesures extrêmement volontaristes pour le latin et le grec. C'est un exemple. Il y a pour les mathématiques, je ferai autrement, non pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons de communication. C'est-à-dire que le fait de ne pas les avoir mis dans le tronc commun est à la source d'un gigantesque malentendu, donc pour lequel je reste convaincu de la pertinence des choix que l'on a fait en la matière, et qui portent d'ailleurs des fruits, mais ça a créé un tel malentendu dans la société que parfois, il faut se dire, bon, j'ai mal fait, puisque, comme je vous le disais, 50% du sujet est psychologique, et qu'il est clair que j'ai raté ce 50% psychologique. Je pense que j'ai réussi sur ce point-là le 50% technique, mais j'ai raté le 50% psychologique. Et ça porte une telle charge de symbole de dire les maths ne sont pas dans le tronc commun, que ça fait dire n'importe quoi à plein de gens. Par exemple, le fait que ce ne soit pas dans le tronc commun n'a aucun rapport avec la question de la préparation de nos futurs chercheurs et ingénieurs, puisque ça ne concerne que ceux qui, par définition, ne font pas des études scientifiques ensuite. Autre chose, l'enjeu d'avoir un bon niveau de maths en France, il se joue d'abord à l'école primaire et au collège, pour ceux qui ne font pas des études scientifiques. Et c'est pas parce que vous ferez des équations différentielles en classe de première que ça va changer la donne sur le niveau général en maths en France. Ce qui compte, c'est que vous connaissiez parfaitement vos 4 opérations, les probabilités, savoir calculer un taux d'intérêt, des choses qui doivent être acquises à l'école primaire et au collège. Et donc, dans ce que j'ai mal fait, il y a eu aussi la part disons, d'habileté parfois dans la façon d'amener ces réformes. Et puis, sur les ressources humaines, j'aurais dû aller... alors, il y avait des problèmes budgétaires, bien sûr, mais je suis heureux d'avoir enclenché le Grenelle auquel vous avez fait allusion, donc le début d'amélioration du pouvoir d'achat des professeurs qui s'est enclenché. Mais nous aurions pu faire plus et plus fort sur les réformes qualitatives des ressources humaines. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal de profs et d'élèves dans la salle qui voudront continuer ces questions plus tard, mais pour l'instant, on peut peut-être aussi aborder le sujet de votre livre. Oui, je vais continuer. Alors, je ne vous ai pas arrêté, c'était absolument passionnant, mais je vais vous demander d'être un peu plus bref, parce qu'on n'en a pas malheureusement toute la nuit. Alors, en 2 mots, donc, votre livre, donc son titre c'est La Citadelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots pourquoi La Citadelle? Est-ce que vous voulez voir, quel est le message? Il y a deux explications de La Citadelle. La première, il y a une exception, disons, négative et une exception positive. La première, l'exception négative, c'est l'idée que tout pouvoir, quel qu'il soit, celui que j'ai exercé, celui du président de la République, celui que vous exercez dans la vie, tout pouvoir risque toujours la citadélisation, a fortiori lorsqu'il est Dieu.
Et donc, c'est une photo de l'Élysée, c'est pas une photo du ministère de l'Éducation sur la couverture. Le récit que je fais, puisque ce livre, c'est le récit de... J'essaie de mettre le lecteur en caméra subjective de ma vie, finalement, de comment expliquer chronologiquement tout ce qui s'est passé, et qu'est-ce que c'est la dynamisme, quelles sont les prises de décision, etc. Et ce récit, sans que je veuille pour autant démontrer une thèse, mais c'est le récit lui-même, du récit lui-même que se dégage la thèse, montre une forme de citadélisation de l'Élysée, et finalement, c'est une des clés d'explication de ce que je crois la plupart des gens ressentent quant aux difficultés du deuxième quinquennat. C'est-à-dire que je vois, à partir de 2021, alors même que la crise sanitaire a obligé de manière légitime le président de la République à concentrer énormément les pouvoirs, avec un tout petit cercle, dont je faisais partie d'ailleurs pour prendre les décisions en Conseil de défense, cette concentration indispensable et légitime du pouvoir a continué, même une fois que la crise sanitaire s'est achevée, ce que j'appelle le Covid long de l'Élysée. Et donc la citadelle, c'est ça. Mais il y a eu l'exception positive, et on la voit dans la phrase de Saint-Exupéry, je le mets en exergue, et qui est extrait de son livre qui s'appelle Citadelle. C'est que, évidemment, il y a la figure lumineuse et la figure... vous pouvez la lire si vous voulez, comme ça chacun l'entendra, mais c'est le... Donc, le pouvoir, s'il est amour de la domination, je le juge ambition stupide, mais s'il est acte de créateur et exercice de la création, alors le pouvoir, je le célèbre. Voilà, donc la deuxième dimension de citadelle, c'est ce que j'appellerais la citadelle intérieure. Et là, ça nous renvoie aux stoïciens et à une forme de philosophie personnelle qui me paraît particulièrement pertinente dans les temps que nous vivons. C'est-à-dire qu'il est fondamental pour tout un chacun d'avoir sa citadelle intérieure. Et sa citadelle intérieure, ça n'a rien de péjoratif. C'est pas parce qu'on serait dans sa bulle, c'est parce qu'on a un corps de conviction, un corps de principe auquel on ne déroge pas. Ça n'exclut pas la souplesse pour s'adapter aux choses de la vie, mais cette souplesse sera d'autant plus réelle qu'on a en soi quelque chose de ferme auquel on ne déroge pas. Et cette citadelle intérieure, elle est indispensable pour, à mes yeux, exercer convenablement le pouvoir. Et donc si on a une citadelle intérieure, on n'a pas besoin de citadelle extérieure. On n'a pas besoin de se recroqueviller dans un petit cercle. Au contraire, on peut ouvrir le jeu. Et c'est un peu ça le double sens du mot citadelle. Merci. Alors, donc dans votre livre, il y a tout ce que vous avez raconté après la première question, vous l'expliquez aussi dans votre livre. Vous expliquez tout, quand Emmanuel Macron vous a apporté pour devenir ministre, vous expliquez tout, pourquoi vos réformes, etc. Moi, il y a deux phrases que j'ai trouvées qui m'ont interpellé et qui sont dans le prologue dès le début. Donc je vais les lire et je vais poser ma question juste après. Enfin, je vais lire la première phrase. Et pareil, je vois que le temps file. Si on veut pouvoir laisser l'idée, voilà, donc un peu plus rapide, si c'est possible. Alors, première phrase du prologue, première phrase du livre, après la citation de Saint-Exupéry. Il appartiendra aux historiens de comprendre pourquoi, par quelle logique profonde, les démocraties occidentales et parmi elles la France ont entamé à partir du début du XXIe siècle, c'est-à-dire le 11 septembre 2001, un chemin somnambulique vers l'affaiblissement, le doute sur soi-même, la tentation de l'extrémisme, au point d'être en danger d'effacement. Ma question. Donc, vous évoquez un chemin somnambulique des démocraties occidentales, notamment la France, vers un affaiblissement et un doute profond. Donc, selon vous, quelles sont les forces ou les faiblesses internes qui ont contribué à cette dérive? Est-ce un manque de confiance de nos valeurs démocratiques, ou s'agit-il de pressions externes qui ont affaibli nos fondements? Alors, on demandait de répondre rapidement à une question qui peut... Oui, on va y avoir des là-dessus, donc je vais essayer de y répondre. Mais il y a évidemment les deux facteurs à la fois. Ça me paraît très important de reposer le 11 septembre 2001 au milieu, puisque pour moi c'est une borne. N'oublions pas que de 1989
à 2001, nous étions dans une atmosphère complètement différente. Et cette atmosphère, c'était l'atmosphère de confiance dans la démocratie. Et vous vous souvenez des théories qui disaient que la démocratie allait contaminer l'ensemble du monde. Il y avait d'ailleurs des peurs spécifiques de cette époque. La peur, c'était la standardisation du monde. Il y avait une sorte de doute aussi. On disait, mais au fond, si la démocratie partout, qui est l'ennemi, quoi? Je me souviens parfaitement, dans les années 90, le sujet, c'est qui était l'ennemi. On ne parlait pas du tout d'islamisme. Personne ne savait qui était Ben Laden. C'était quelque chose d'assez marginal. Et je me souviens que, par exemple, il y avait une narcotrafic à un moment qui était vu comme comme le sujet, comme peut-être l'éventuel ennemi. Moi qui étais en Amérique latine à cette époque, le cartel de Medellín a été vu à un moment comme l'ennemi public numéro 1 parce qu'il fallait se trouver un ennemi public et c'était ça. Et puis après, à partir de 2001, on a compris ce que c'était l'ennemi principal. Mais pendant 11 à 12 ans, il y a eu un moment qui n'était plus le XXe siècle, mais qui n'était pas encore le XXIe siècle et qui a été un moment de grande confiance dans la démocratie. Et il y a le 11 septembre 2001, qui malheureusement a répondu à l'objectif de ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire percuter la démocratie dans son cœur, créer le doute sur soi et montrer une sorte de force dans la logique finalement guérillera ancienne, montrer que du faible au fort il peut y avoir de la destruction. Et que d'une certaine façon c'est plus facile d'incendier une forêt que de planter des arbres. Et ça a en partie marché, à nous de faire en sorte que ça ne marche pas. Mais ça a en partie marché, c'est-à-dire que depuis cette époque, d'abord il y a eu les réponses inadaptées, non pas tant l'invasion de l'Afghanistan qui était probablement ce qu'il fallait faire, mais bien sûr l'invasion de l'Irak qui a été une folie, mais même par-delà cette réaction inadaptée, il y a eu une forme de doute sur soi des démocraties. Et ce qui me frappe, c'est que depuis, nous nous battons avec beaucoup d'insuffisances. La première, c'est de ne pas suffisamment affirmer nos valeurs, pas suffisamment désigner l'adversaire et édulcorer beaucoup trop nos approches. Et d'une certaine façon, c'est aussi ce qui a caractérisé les 5 années, c'est que j'ai jamais hésité à nommer les problèmes, je crois, on peut dire ça, et parfois d'ailleurs, même mes adversaires me reconnaissent ça, pour me critiquer, mais en tout cas, je pense qu'il faut dire les choses. Mais deuxièmement, parce que le combat de la démocratie, ça ne peut pas être simplement de dire qu'on combat les ennemis de la démocratie. Ça ne peut pas être que, sur le plan interne, combattre les extrémismes, et sur le plan externe, combattre les autoritarismes. Bien sûr, il faut le faire, mais eux, au moins, ces adversaires, ils ont un projet. Et ils ont le sens du long terme. Les frères musulmans, ça fait depuis 1924 qu'ils travaillent, si je puis dire. Et ils se fichent un peu de la prochaine élection présidentielle. Ça compte. Ce qui compte, c'est que le fruit tombe un jour. Mais ça peut prendre un siècle, ça peut prendre 2 siècles. Et ils ont le sens du temps long. Monsieur Poutine et Monsieur Erdogan sont au pouvoir depuis très longtemps maintenant. Et ils ont plein de défauts, mais il y a une qualité qu'on ne peut pas leur enlever, ils ont le sens du temps long. Ils en ont aussi les moyens. Et nous, notre horizon, c'est la prochaine élection, dans le meilleur des cas. Et on ne sait d'ailleurs pas quand elle a lieu. Et une élection peut parfaitement se traduire par un zigzag. Alors, dans ce que je suis en train de dire, des problèmes classiques de la démocratie, que Tocqueville identifiait déjà, mais certains de ces problèmes se sont exacerbés, voire parfois se sont renouvelés. Évidemment, la société de l'information dans laquelle on est, et à laquelle j'ai déjà fait allusion, a donc, puisqu'il me faut être bref, à mes yeux, ce qui est très important désormais, c'est de porter beaucoup plus fortement nos valeurs, et peut-être parfois de savoir les redéfinir. C'est ce que j'essaye de faire avec le laboratoire de la République. C'est-à-dire que, en créant par exemple le laboratoire de la République, j'envoie plusieurs messages. Un, c'est que la bataille, elle est d'abord culturelle, elle est d'abord la bataille des idées. Et si vous êtes que à la petite semaine à faire des politiques publiques et être dans des enjeux purement techniques, vous faites des choses importantes, mais qui en réalité sont des châteaux de sable. Il faut travailler au soubassement philosophique et à ce que vous faites en particulier vis-à-vis de la jeunesse en la matière. Et donc le mot République, par exemple, peut apparaître pour la jeunesse comme quelque chose d'assez abstrait et assez vide de sens. À mes yeux, ça n'est pas le cas, à condition de faire le travail qui va avec, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, ça veut dire quoi la République dans la société numérique dans laquelle nous sommes? Ça veut dire quoi la République dans les sociétés hyper métropolisées dans lesquelles nous sommes et où nous avons déjà perdu l'unité du territoire, ce qui se traduit par trois France, sociologique, géographique, mais aussi politique.
vous regardez l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est divisée en 3, et les députés, LFI vont être de Seine-Saint-Denis ou d'une partie de Marseille, RN, ils vont être de la Haute-Marne, de Lyon, du Var, et puis le bloc central, ça va être les Hauts-de-Seine, les Yvelines, certains centres-villes, etc. Donc vous avez la traduction politique de déséquilibres qui sont profonds, qui sont des déséquilibres territoriaux, économiques et sociaux. Et donc, la République, c'est pas quelque chose d'abstrait, la République, c'est dire ça va pas. Et que donc le projet républicain, c'est de retrouver l'unité de la République, notamment, alors ça j'en fais le cœur du sujet du laboratoire, et je profite pour dire que vous êtes tous concernés, enfin que si je suis là, c'est aussi pour que tous ceux qui le veulent participent à cette dynamique. Mais le but, c'est de se dire concrètement à quoi la République nous mène et pourquoi le projet républicain et démocratique reste hyper moderne, alors même qu'il est attaqué par ce que j'appelle les prémodernes et les postmodernes. C'est-à-dire que, je manque de temps, donc je ne peux pas développer ce point, mais je suis très frappé souvent de l'alliance des prémodernes et des postmodernes. Par exemple, quand vous avez une alliance des LGBT avec les islamistes, vous avez typiquement une espèce de ces deux fils qui se croisent, qui vont pas, mais pourtant ça existe. Et et ceci, c'est contre les modernes, contre l'esprit des Lumières, contre le projet républicain tel qu'il se déroule depuis maintenant 2 siècles, et qui, à mes yeux, continue à avoir de la validité et doit continuer d'être défendu. Alors, je vais lire la deuxième phrase qui me paraît. Je ne poserai pas ma question, mais je trouve intéressant de la lire. Donc, c'est dans le prologue aussi, c'est à la fin, c'est l'avant-dernière phrase. L'universitaire a été interpellé par les mécanismes à l'œuvre dans ce moment historique et par les grilles d'interprétation philosophiques, politiques, psychologiques qu'il nous faut forger pour comprendre ce qui arrive et en tirer les leçons positives. Donc, je saute la question, je trouve ça intéressant je pense que c'est une des phrases les plus intéressantes de votre livre, en tout cas de réflexion. Donc, je laisse Blandine pour... oui, parce que vous avez fait une très bonne transition en parlant de 11 septembre. Vous avez aussi été ministre de l'Éducation nationale lors de l'assassinat dramatique de Samuel Paty, donc qui a été tué par un acte de terrorisme islamique perpétré par un russe d'origine tchétchène, je crois. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles ont été les réactions autour de vous à ce moment-là? Enfin, je pense que tout le monde était choqué, mais je veux dire, comment est-ce que ça s'est passé à l'Élysée, enfin, le gouvernement autour de vous à ce moment-là? Et pardon, la deuxième partie de la question, du coup, c'est d'enchaîner sur votre pensée sur la laïcité à l'école. Ça a été quand même à long cours de discussions renforcées sur la question de la laïcité à l'école. Quelles sont un peu vos positions de fond sur cette question-là? Alors sur le premier point, je raconte dans le livre évidemment comment je l'ai vécu au moment où ça s'est passé. Ça a été évidemment un drame absolu. Un drame d'ailleurs qui s'est passé pendant la deuxième vague à l'orée de la deuxième vague de la crise Covid. Ce qui fait que ça a beaucoup percuté, les choses se sont beaucoup percutées à ce moment-là, et d'une certaine façon c'était crise sur crise, quoi. Et donc je raconte les détails de ça dans le livre, donc je peux aller droit au but. Ça a été évidemment un drame. Je le rattache au 11 septembre 2001, c'est-à-dire, j'ai souvent dit il y a un avant et un après Samuel Paty. Le grand avant et le grand après, c'est le 11 septembre 2001, mais il y a un avant et un après Charlie, il y a un avant et un après Bataclan. Simplement, la façon dont je l'ai vécu, moi, il y a évidemment la dimension dramatique, strictement humaine, qui ne m'a pas quitté depuis ce moment-là. Je pense tous les jours à Samuel Paty, je connais ses parents, évidemment, d'abord cette dimension à l'esprit, mais il y a aussi la dimension de réaction réussie, si je puis dire, à ce qui s'est passé. Et ça renvoie un peu à la phrase que vous avez citée, c'est-à-dire au fond, à part la tristesse et voire la colère qu'on peut avoir, quelle est la réaction pertinente qu'on peut avoir face à une chose comme ça? Ce qui fait le lien avec votre deuxième question. Et moi, ce qui me frappait après Charlie, justement, c'est qu'il y avait plusieurs millions de personnes dans la rue, et j'étais assez naïf au moment des attentats de Charlie Hebdo pour dire ah, là, il y a un avant et un après, et la France entière va prendre conscience de l'énormité du problème,
Et désormais, de manière assez consensuelle, la lutte contre l'islamisme radical va s'organiser, etc. Et en fait, comme chacun l'a vu, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Vous avez eu 15 jours d'unanimité, et après, au bout des 15 jours, et là, ça renvoie effectivement à la psychologie collective, à la science politique, des choses assez profondes. Et je me suis posé beaucoup de questions autour de ça à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'au bout de peu de temps, quelques semaines, au fond, c'est ceux qui ont fait l'attentat qui ont gagné. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'accoutumance. On s'accoutume à des choses invraisemblables. Et donc, d'une certaine façon, elles deviennent entre guillemets acceptables, elles deviennent pensables, là où c'est inimaginable, a priori. Donc, cet effet d'accoutumance, il est terrible, et il faut sans arrêt lutter contre ça. Deuxièmement, il y a tous les secteurs qui, d'une certaine façon, se relégitiment à ce moment-là en participant au cœur des condamnations, mais qui en réalité font partie du problème. Tel ou tel secteur de la classe politique qui dit « Ah, c'est dramatique d'avoir assassiné des dessinateurs pour la liberté d'expression », mais qui, 3 ou 4 semaines après, vont dire quand même « Je suis pas Charlie », et puis ils vont peut-être pas complètement volé, etc. Donc ils prennent le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire, ils se relégitiment en disant « Non, bien sûr, on est contre ça », mais en réalité, ça occulte le fait qu'ils sont l'origine du problème. Et ça, je l'ai dit publiquement à un moment donné, ça, je l'ai payé extraordinairement cher. Je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai eu, quand j'ai commencé à parler d'islamo-gauchisme, le degré de violence qu'il y a eu à mon endroit, certains s'en souviennent, a été démentiel. Parce que c'est beaucoup plus confortable pour un personnage public de rien dire sur le sujet. Et dans mes collègues, membres de la majorité, l'attitude la plus simple, c'est celle de l'autruche. Quand ça vous évite les menaces de mort, ça vous évite qu'on dise que vous êtes criminel, ça vous évite plein de problèmes. Simplement, vous poussez la neige devant et un jour, vous vous retrouvez devant un Everest. Et c'est ça ce que ça m'a inspiré. Donc, ma réaction par rapport à ça, ça a été justement de dire après l'assassinat de Samuel Paty, il ne faut pas retrouver la même chose qu'après Charlie, la même chose qu'après le Bataclan, et dans une espèce d'entre. Et c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai parlé d'islamo-gauchisme très peu de temps après Samuel Paty. Et c'est pour ça que je pense que nous avons, après Samuel Paty, des choses différentes de ce que nous avons après Charlie et après le Bataclan. C'est-à-dire, d'abord, la minute de silence a été pour l'essentiel respectée, et plus que la minute de silence d'ailleurs, mais surtout quand elle ne l'a pas été, on a clairement dit que c'était sanctionné. Mais au-delà de l'éducation nationale, ce qui se joue, et qui n'est ni gagné ni perdu, c'est une forme de lucidité explicite de la part des acteurs publics et de la part de l'opinion publique pour éviter que, en quelque sorte, on s'habitue à l'inacceptable. Et sur votre deuxième question, j'y suis déjà un petit peu avec ce que je viens de dire, mais pour moi, la laïcité fait partie de ces principes fermes, c'est pas le seul bien entendu, mais de ces principes fermes qui font partie de nos valeurs et qui doivent être affirmés très tranquillement mais très fortement. Pas besoin de s'énerver, pas besoin de crier, on doit être très force tranquille, si vous me permettez l'expression, et surtout refuser la ringardisation que les adversaires de la laïcité essayent de faire avec la laïcité. C'est-à-dire que ce qu'on voit très souvent, c'est que les adversaires de la laïcité sur le plan interne, et encore plus sur le plan international, essayent de faire croire que la laïcité c'est un truc à la française, désuet, très Troisième République, très quelque chose pour les boomers, pour des boomers français désuets. Moi. Or, c'est faux. La question de la distinction du spirituel et du temporel, elle est éternelle. On la trouve dans le christianisme, évidemment, avec la fameuse phrase « On est à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais on la trouve dans multiples sociétés, on trouve dans l'Iran d'aujourd'hui. Que réclament les femmes qui se battent aujourd'hui en Iran? Elles réclament la distinction du spirituel et du temporel. Elles ne veulent pas la mort du spirituel, mais au contraire, elles veulent la vraie vie du spirituel qui doit rester dans son domaine. Et ça, ce sont des choses simples, intelligibles par l'humanité entière. C'est pas un truc français. Le mot laïcité, ça peut être quelque chose de très français, même si la Turquie a été laïque avec la traduction du mot laïcité en turc. Et elle a été laïque pendant presque un siècle. Et c'est donc, ça montre donc la possibilité de la laïcité dans une société de tradition musulmane. Donc il y a une universalité de la laïcité, ou en tout cas de la séparation
du spirituel et du temporel, beaucoup plus forte que ce que l'on dit. Et ça, c'est typiquement une valeur à affirmer. Aujourd'hui, il y a encore un message de liberté universelle à porter face aux ennemis de la liberté avec ça. Et donc, le dire au quotidien et, si je puis dire, non seulement prendre là encore les mesures techniques, il y en a eu, hein, la création du conseil des sages de la laïcité, la création d'équipes dans les rectorats pour venir en appui aux établissements, le signalement systématique, autant de choses qui se sont mises à fonctionner. Et sur ce point comme sur d'autres, je ne dis pas que nous sommes arrivés à la perfection, loin s'en faut, si c'était le cas, ça se saurait. Mais la tendance, nous l'avons inversée. Désormais, le paradigme de référence à l'éducation nationale, c'est le signalement, c'est les valeurs de la laïcité, etc. Et après, les acteurs sont plus ou moins bons, je dirais, par rapport à ça. Et donc, la dimension technique, elle a été faite. Maintenant, c'est la dimension psychologique, c'est-à-dire comment nous réussissons à faire en sorte que ce soit, je vais le dire en termes un peu schématiques, mais que ce soit à la mode chez les jeunes d'être laïque, et pas l'inverse. Et là, il y a fort à faire, puisqu'il y a à lutter contre tout un monde que je vois bien à l'action. Et quand sur TikTok, vous avez toute une série d'influenceurs ou influenceuses qui sont là pour dire qu'il faut violer la loi de 2004, quand vous avez tout un travail très en profondeur qui ne trouve pas sa contrepartie du côté du camp démocratique et républicain, eh bien on voit le travail qu'il y a à faire par quelque chose comme le laboratoire de la République et par bien d'autres instances pour gagner la bataille culturelle et donc rendre confiance en soi à la démocratie et au passage contribuer à la question du sens de la vie collective comme de la vie individuelle. Vous avez déjà vous avez commencé à répondre justement à ma dernière question. Je le répète, vous êtes président du laboratoire de la République, donc un laboratoire dédié aux valeurs républicaines et de la laïcité, comme vous venez de le dire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement ce laboratoire? Quels sont les objectifs principaux? Comment espérez-vous que cette initiative contribue au renforcement des valeurs républicaines dans notre société et quel type d'actions ou de projets ils sont développés pour répondre aux défis contemporains? Alors, merci pour cette question. Je suis heureux d'en parler parce que je m'empresse tout de suite de dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes concernés par ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire, je serais très heureux qu'à l'issue de cette soirée, on ait plusieurs d'entre vous qui aient envie de nous investir là-dedans. Parce qu'au fond, pour résumer, il y a trois grands enjeux du laboratoire de la République, trois grandes modalités d'action. La première, elle est qui sont intellectuelles, et c'est très important, et ça va du plus philosophique au plus pratique, c'est-à-dire comment réfléchir aux grandes politiques publiques dont nous avons besoin pour l'avenir. Donc il y a 15 commissions dans le laboratoire de la République, et vous avez aussi bien le sujet de l'écologie, que de l'économie, que de la République laïque, que de la République sociale, etc. 15 ou la défense, par exemple. Et puis vous avez ce travail de réflexion qui débouche sur des écrits et qui est en train de se développer très fortement. On a fait récemment une université d'été à Autun qui s'est très bien passée, qui a permis par exemple de déployer un certain nombre d'idées qui peuvent être utiles pour la France dans le futur. La deuxième dimension, c'est de faire des événements publics, un peu comme ce soir. Nous en faisons très régulièrement à Paris, mais nous voulons le faire de plus en plus dans le maximum de lieux de France, comme ce que vous faites, et le faire avec à chaque fois des auteurs, des personnes qui peuvent vraiment contribuer à nourrir le débat public d'idées très argumentées, d'idées qui font avancer les choses, et aux antipodes de la polémique systématique, de la violence, mais plutôt pour cultiver le goût de la nuance, de la complexité, etc. Et puis en troisième lieu, et j'y attache énormément d'importance, c'est créer un maximum d'antennes du laboratoire de la République dans un maximum d'établissements d'enseignement supérieur en France pour toucher la jeunesse et faire en sorte que la jeunesse ait de nouvelles grilles de lecture pour son engagement civique. Je pense qu'il y a une très grande générosité de la jeunesse, c'est vrai, ça a toujours été vrai, c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, une volonté d'engagement, une volonté de sens, et ça se dirige beaucoup vers des thèmes comme ceux de l'écologie et l'ensemble des sujets sociaux. Et il est très important que ce soit canalisé de la bonne façon, que ça n'aille pas vers des choses contre-productives qui vont vers la fragmentation de nos sociétés. Et donc, créer des laboratoires de la République dans les endroits où aujourd'hui il y a la domination de secteurs extrémistes, ça a énormément d'importance pour la préparation de l'avenir du pays. Et donc on le fait
on est en train de faire de plus en plus. Hein, donc, j'espère qu'à Marseille, on va réussir à Aix et Marseille, réussir à faire cela. Et puis, ça va avec, j'ai parlé tout à l'heure d'unité de la République. À mes yeux, le premier des sujets, le sujet le plus matriciel, voilà la question de l'éducation qui est évidemment fondamentale, c'est celui de l'unité du territoire. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de 3 France. Et là, ce que le laboratoire se fixe, aujourd'hui à petite échelle et demain, je l'espère, à grande échelle, c'est faire en sorte que des jeunes se mettent à réhabiter les villages et les petites villes de France et viennent ressourcer l'activité économique et sociale de ces territoires, et que, ce faisant, ils prennent aussi des engagements civiques. En 2026, il va y avoir les élections municipales. Vous aurez, on le sait d'avance, des phénomènes de maires qui disent « j'arrête, j'en ai marre, j'ai 75 ans, tout le monde me critique toute la journée, je me sens impuissant, etc. etc. » Et il faut qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait des jeunes de 25 ans, 30 ans qui disent « je veux bien être conseiller municipal, je veux bien être maire, d'ailleurs je me réinstalle dans cet endroit où j'ai des attaches, ou peut-être j'en ai pas, peu importe. » Et le laboratoire de la République, qui m'a fait signe quand j'étais étudiant, m'a incité à faire ça et m'a aidé à avoir des analyses plus approfondies sur les problèmes publics. Deuxièmement, à m'engager moi-même sur ces enjeux. Donc c'est concret aussi, et c'est fait pour contribuer à ce que la République ne soit pas un mot abstrait, mais corresponde à l'unité dont nous avons besoin, et qui va avec la fraternité dont nous avons besoin aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Alors, on a commencé un peu en retard parce qu'il nous manquait du monde. On va dépasser 20 minutes pour les questions. Pareil, je vais vous demander d'être bref pour essayer d'avoir un maximum de questions. Je suis désolé. Donc, je vais me balader avec le micro. D'ailleurs, je vais prendre mon micro, Amandine. Et ceux qui ont des questions, alors vous pouvez rebondir sur nos premières questions, ou vous pouvez avoir d'autres questions, peut-être de professeur ou autre. Et donc, levez la main et je vais passer vous voir. Alors, on a eu une première question. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question concernant la population des fonctionnaires de l'éducation nationale, particulièrement les professeurs, qui sont une population avec un fort caractère. Quels sont leurs défis, leurs attentes, et quelles ont été vos méthodes pour fédérer leurs attentes dans des projets d'ambition comme le vôtre? C'est une très très bonne question, d'autant plus que c'est une question universelle. Il faut bien voir que ce n'est pas un sujet spécifiquement français. Vous avez l'équivalent du syndicat d'enseignants aux États-Unis, avec le même genre de rhétorique, etc. Ça m'a toujours fait réfléchir, ça, parce que je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui va te perdre, enfin, ça ne sert à rien de faire le Don Quichotte, il y a quelque chose de consubstantiel à la fonction enseignante dans ça. Alors je dis devant des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur qui voient de quoi je parle. Souvent, on utilise des métaphores, on dit s'occuper d'une institution de savoir, que ce soit une école primaire ou une université, c'est s'occuper d'un troupeau de chats, ou c'est s'occuper d'une brouette de grenouilles. Et c'est pas désobligeant vis-à-vis des grenouilles ou des chats, au contraire. Le chat, c'est un animal très noble, très indépendant, et chaque professeur est un chat. Et c'est normal. Un professeur, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit se poser des questions, c'est souhaitable même, et donc chaque professeur est un cas particulier, et on ne changera jamais ça. Donc répondre à ça, c'est pas du tout du fatalisme, au contraire, c'est vraiment un réalisme pour faire avec ça. Comme j'étais directeur d'une grande école, et puis avant ça, j'avais dirigé d'autres choses comme l'Institut des hautes études d'Amérique latine, je suis très habitué à ça. J'avais une mère professeure aussi, donc même elle, quand je la voyais parler des sujets, j'ai finalement été adapté tout petit à la psychologie professorale. Du coup, ça oblige à avoir un management approprié. Il ne faut pas avoir un management donquichotesque, certainement pas démagogique non plus, certainement pas autruchiste, je dirais, c'est-à-dire mettre les problèmes sous la nappe. Et donc, ça renvoie à ce que je disais sur la citadelle intérieure. Il faut avoir un corps de conviction et, autant que possible, de la souplesse dans la mise en œuvre. Et puis du réalisme sur ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. Dans le cas français, par exemple,
il ne faut pas se laisser impressionner par le pouvoir syndical. Si vous avez peur de ça, vous êtes mort tout de suite. Donc, j'ai évidemment beaucoup de tristesse devant ce qu'est le syndicalisme enseignant d'aujourd'hui, qui beaucoup trop radical, beaucoup trop dans le double langage, beaucoup trop dans l'opposition systématique. Et parmi les choses qui feront avancer le système scolaire dans les temps à venir, il y aurait un réaggiornamento du syndicalisme enseignant. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est un problème parce que ça crée une distorsion. Vous savez, à un moment dans le livre, je dis, quelqu'un qui allume la radio entend le représentant du syndical ou alors le représentant des parents d'élèves. On dit le représentant des parents d'élèves. Pendant 5 ans, la personne qui était le représentant des parents d'élèves, c'est-à-dire le président de la FCE, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est député EELV. Et s'il y a bien quelqu'un qui pouvait le prophétiser, c'est moi. Je le savais, mais l'automobiliste dans sa voiture qui entend sa radio, il entend le président de la Fédération des parents d'élèves, il est scandaleux, le ministre casse le service public, le type prépare juste sa carrière politique de député EELV futur. Qui était le représentant, je mets 14 guillemets, des lycéens quand j'étais ministre de l'Éducation nationale? C'est quelqu'un que maintenant tout le monde connaît. À l'époque, j'avais l'auguste privilège de faire partie de du petit nombre de personnes qui le connaissaient. C'était M. Louis Boyard. L'automobiliste innocent qui ouvre France Info, il entend le leader des lycéens dit que le ministre est ignoble. Bah oui, c'est Louis Boyard, qui va être évidemment député LFI, ce que j'avais prophétisé aussi. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite à l'époque. Donc, si vous voulez, il y a de la distorsion de représentation qui est démente et qui est un problème. Donc, on doit à la fois prendre en compte l'arrêté, mais tous les lycéens de France ne sont pas Louis Boyard, tous les parents d'élèves ne sont pas monsieur machin dont le nom m'échappe, etc., etc. Et tous les professeurs ne sont pas la FSU, etc. Heureusement, j'ai suffisamment d'antennes dans le système pour aller renifler ce que pense le professeur de base. Alors quand je disais ça, il n'y avait rien de plus agaçant pour les syndicats que de dire je ne pense pas que ce que je dis correspond à ce que pense la majorité. Alors entendons-nous bien, je ne pense pas qu'à certains moments j'ai eu la majorité des professeurs en train de dire vive le ministre. Ça se saurait. Et puis en plus, le professeur qui dit vive le ministre, d'abord il le dit dans son KGB dans le noir en ayant fermé la clé, et ensuite c'est un être avec une colonne vertébrale invraisemblable, puisque ce personnage, qui quand même existe, il y en a quelques-uns qui existent, j'en ai repéré, ça signifie qu'il a réussi à traverser les 15 mails par jour qui lui disent le ministre veut tuer le service public, le professeur militant dans la salle de prof qui lui a dit si tu penses pas comme moi c'est que t'es un jaune, etc., etc. Et donc la citadelle intérieure de ce personnage est magnifique. Je ne peux pas demander cet héroïsme à la majorité des professeurs de France. Mais le fait est que vous pouvez compter sur un socle que j'estime pifométriquement à 20-30% des professeurs qui, dans l'ensemble, voient très bien ce que vous êtes en train de faire, le comprennent, etc. Mais s'ajoute à ce 30% tous ceux qui savent très bien aussi ce que vous faites, mais désapprouvent quand même. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens très bien d'une militante d'extrême gauche qui par ailleurs se trouvait être professeure en REP. Donc un jour j'étais dans un débat télévisé avec elle, elle était directrice d'école. Elle avait, j'ai dit mais au fond, vous plaignez depuis tout à l'heure, mais depuis que je suis ministre, vous avez 3 000 € en plus par an, parce que c'est les mesures qu'on a prises pour être plus attractif en REP+. Et je vous dis, parmi les choses qu'on peut dire, qu'on ne dit jamais, c'est REP+, ça n'est plus un endroit où les enseignants ne veulent pas aller. C'est fini. Aujourd'hui, c'est une montre qu'en REP+, on désire aller, parce qu'on a mis les moyens financiers assez importants. Aujourd'hui, c'est assez bien payé d'aller en REP+. Vous touchez 3 000 € en plus. Vous avez des classes à 12 au lieu d'avoir une classe à 24. Et vous avez des équipes stabilisées et un statut de directrice d'école. Elle était obligée de reconnaître que chacun de ces points était vrai. Et qu'il n'y avait jamais eu de tel progrès pour l'éducation prioritaire dans toutes les décennies précédentes. Mais elle était quand même extraordinairement virulente contre les politiques menées. Donc vous devez, pour me résumer, faire la part des choses entre les apparences et la réalité. Et donc le management de ce sujet, pour essayer de répondre à votre question qui est très difficile,
c'est d'abord être conscient de tout cela, et deuxièmement, de développer l'espèce là aussi de langage aussi calme que possible, aussi factuel que possible, et essayer d'avoir un système d'information, aussi bien pour l'information que vous recueillez que pour celle que vous diffusez, qui apaise au maximum et soit le plus factuel possible. C'est pas la garantie d'avoir l'unanimité avec vous, mais ça c'est impossible. Bonsoir Monsieur le Ministre. Je me présente, je suis Yasser Tissaoui, conseiller jeune de la métropole et aussi étudiant dans cet établissement. Et je souhaiterais savoir si durant l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà songé à intégrer ChatGPT dans les établissements scolaires, notamment afin d'initier les élèves à la création d'entreprises ou à d'autres objectifs de développement et de recherche pouvant correspondre justement à des projets tels que Horizon 2030 ou Horizon 2050. Merci, très, très grande question, je vais essayer de répondre brièvement alors qu'il faudrait aussi une heure. Alors ChatGPT est arrivé après les fonctions ministérielles. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple là-dessus, c'est que évidemment la question de l'intelligence artificielle était déjà posée, et j'ai lancé un appel à projet pour créer, c'est un exemple parmi d'autres, mais un robot conversationnel en langue étrangère pour l'école primaire. Puisque les enfants doivent apprendre les langues étrangères si possible avant 11 ans, on l'a dit tout à l'heure, et que les professeurs des écoles ne sont pas tous bien outillés pour enseigner l'anglais ou d'autres langues. Et donc il me paraissait qu'un des intérêts de l'intelligence artificielle pouvait être de faire ça. Ben, on a fait cet appel à projet, et ce que ça a donné sur le plan technologique était plutôt intéressant, mais moyen, disons, et n'a pas donné lieu à une extension extraordinaire. Et puis, 3 ou 4 ans plus tard, vous avez ChatGPT, et aujourd'hui on peut faire ce projet. Et donc, c'est pour dire que ça va très très vite, et que par exemple, un projet comme apprendre à coder à l'école primaire à tous les élèves peut paraître maintenant aujourd'hui peut-être pas finalement si pertinent que ça. En réalité, c'est peut-être pertinent, mais en tout cas discutable avec l'arrivée de ChatGPT. Donc le problème aussi avec les technologies, c'est que le système est un paquebot et les technologies avancent comme un hors-bord. Donc il faut articuler les deux. D'où l'importance d'ailleurs sur ces sujets de garder une approche sur l'ancrage des élèves, c'est-à-dire plus le monde va être technologique, plus il faut leur apporter des choses non technologiques aussi, c'est-à-dire un ancrage dans la nature, un ancrage dans la culture, un ancrage dans les savoirs fondamentaux, une centralité du facteur humain dans ce qu'ils vivent tous les jours, etc. Ce qui n'est pas du tout une approche anti-technologique, au contraire, mais c'est une approche complémentaire où il faut et l'un et l'autre. Et puis, toujours pour répondre à votre question, des choses les plus importantes qu'on a faites dans ce domaine, ça a quand même été de créer la discipline informatique. Désormais, vous avez un CAPES d'informatique, une agrégation d'informatique. Là, vous avez l'informatique comme matière à part entière au lycée, avec ce qu'on appelle le numérique et sciences informatiques, NSI. Et donc, une sorte de pied dans la porte, très important pour la discipline informatique à l'âge du lycée, mais au travers de la discipline technologie aussi à l'âge du collège. Maintenant, je crois que ChatGPT est évidemment une révolution, non seulement pour l'enseignement qu'on donne aux élèves, mais aussi pour les méthodes pédagogiques. Là encore, non pas pour faire disparaître le professeur, au contraire, je pense qu'on a toujours plus besoin de professeurs, mais vraiment pour le compléter, comme dans l'exemple linguistique que je viens de donner, mais dans d'autres exemples aussi. Et c'est cette paire réussie entre le maître, l'être humain, professeur, et son adjoint, la machine, qui va être de plus en plus pertinent pour l'élève. Mais si c'est la machine, le maître et le professeur l'adjoint, alors là, les choses n'iront pas. Alors, moi, je fais une promesse pour les conférences anciennes. Il y aura un sujet sur l'intelligence artificielle, parce que je trouve ça passionnant. Je vous fais la promesse qu'il y aura un intervenant intéressant, parce qu'il y a c'est un monde incroyable, il y a aussi des dangers qui viennent avec. Donc, c'est une promesse que je vous fais le plus tôt possible. On a une question là-bas. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis mère de famille de 5 enfants. J'ai expérimenté alors à travers leurs différents parcours, donc l'école publique, l'école privée, et maintenant depuis 4 ans, avec mon dernier, l'école hors contrat. Ce dernier est un grand 10, et je constate que probablement c'est lui qui aura les meilleures bases et les meilleures méthodes en français, en mathématiques et dans toutes les autres matières. Donc quel regard portez-vous à ces écoles et leur fort développement,
et quelles leçons peut-on en tirer selon vous? Merci. C'est un point très important. Alors, il y a de bonnes et de mauvaises raisons pour le développement des écoles hors contrat, de fait, et je vais y venir, mais c'est évidemment un phénomène qu'on doit prendre en compte, que j'ai d'ailleurs pris en compte, enfin c'est quelque chose que j'ai regardé. Là aussi il faudrait 2 heures, mais ce qui est certain, c'est que du fait de l'évolution d'une société, on est obligé d'avoir un nouveau regard sur ce que sont les écoles hors contrat. Avant il y a peu de temps, au fond, le grand distinguo, c'était l'école publique et l'école privée sous contrat, et puis l'école hors contrat, une espèce de no man's land qu'on ne regardait pas. Aujourd'hui, vous avez l'école publique, l'école privée sous contrat, et à l'intérieur du hors contrat, on ne peut pas considérer que c'est quelque chose d'homogène et qu'on laisse vivre comme ça. On est obligé de considérer qu'il y a le bon hors contrat et le mauvais hors contrat. Et qu'il est indispensable de faire cette distinction. Et que d'ailleurs le mauvais hors contrat doit même carrément ne plus exister. Et donc on va être... Alors ce que je dis là a beaucoup de conséquences, et donc ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais le chemin que je préconise, et que j'ai commencé à amorcer quand j'étais ministre, c'est de savoir, entre guillemets, labelliser le hors contrat. On a été amené à faire ça au moment de la crise sanitaire. Parce que lorsque il a fallu... on a été obligé de faire en 2020 un bac uniquement sur contrôle continu, il fallait bien qu'on prenne en compte les notes, y compris des élèves qui étaient en terminale en lycée hors contrat. Et donc ça supposait d'avoir une idée de la qualité de ce qui était fait. Donc il y a une sorte de début de labellisation qui a eu lieu à ce moment-là. Dans le hors contrat qu'il faut exclure, en quelque sorte, il y a par exemple les écoles salafistes qui se sont montées de manière sauvage, etc. Donc on ne peut plus avoir du hors contrat sauvage, si je puis dire. On est obligé de dire, on est obligé d'aller vers un distinguo et donc 3 catégories et exclure la possibilité d'une 4e. Dans ce contexte, en supposant donc qu'il n'y a que du bon hors contrat, ce bon hors contrat est intéressant et il est exact, et c'est le sous-jacent de votre question, qu'il y a une souplesse qui permet souvent d'avoir une plus grande adaptation à des particularités des élèves. Je ne voudrais pas en déduire que les 2 autres types d'écoles, publiques et privées sous contrat, sont incapables de ce type d'adaptation. Si une des choses que j'ai cherché à faire, c'est quand même que l'école publique soit capable de s'adapter aux élèves. C'est comme ça qu'on a eu la politique de l'école inclusive. Vous aviez en 2017 300 000 élèves en situation de handicap, cette acception étant entendue au sens assez large. On est passé à 400 000. Et il y a eu le développement de classes ULIS, le développement aussi de choses pour les élèves 10. Mais c'est resté insuffisant, bien sûr. Tout à l'heure, on m'a posé la question de qu'est-ce que vous avez bien fait, pas bien fait. Sur le handicap, il y a un bilan dont je suis quand même assez fier, mais enfin, j'ai tout à fait conscience du fait qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Et puis la question des 10, c'est un petit peu à mi-chemin de la question du handicap et puis de la question de la personnalisation des parcours. Donc j'ai un regard positif pour me résumer, un regard positif sur les écoles hors contrat dès lors qu'on a un regard sur ce qu'elles font et qu'on peut s'assurer qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Et j'ai un regard positif au titre des bonnes pratiques qui s'y développent et qui, si elles sont bonnes, n'ont pas vocation à n'être que dans leur contrat, mais à irriguer le contrat, le privé sous contrat et l'école publique. Bon, il y avait une dernière question, ce sera la dernière. Oui, bonjour, je m'appelle Anne Rodissuy, je suis conseillère départementale sur Aix-en-Provence et à ce titre, j'assiste au conseil d'administration des collèges de Morgonton depuis 3 ans. Je voulais vous poser une question par rapport à la laïcité parce que je voulais avoir votre avis sur le futur, enfin notre futur proche et peut-être plus lointain, parce que ce que je vois dans les collèges, et je suis à Aix-en-Provence, donc on est relativement dans une bulle, mais même, ce que j'entends aussi quand je rencontre des associations qui s'occupent d'élèves en décrochage dans les quartiers plus difficiles, c'est que la situation est pire que ce qu'on entend dans les médias. Ce sont des voyages scolaires qui sont annulés parce que les parents ne veulent plus envoyer leurs filles en voyage scolaire. Ce sont des photos qui ne peuvent plus être prises. C'est la musique maintenant aussi qui est attaquée. On me raconte des choses quand même effrayantes
de gamines qui sont agressées parce qu'elles écoutent dans leur casque de la musique. Et donc, est-ce que vous avez l'impression, moi je n'ai pas, qu'on fait suffisamment de choses pour lutter contre ce phénomène qui va grandissant? On a interdit la baya, mais ça me paraît être anecdotique. Est-ce que vous avez l'impression que vos successeurs vont faire quelque chose pour lutter contre ce phénomène? Merci. Oui, alors c'est évidemment une question très importante et c'est vraiment important qu'on l'aborde ce soir. Il y a ce qui relève des facteurs qui dépendent de l'école et des facteurs qui dépendent de la société dans laquelle on vit. Je donne plusieurs exemples dans le livre justement de situations un peu comme celle que vous venez de décrire. Donc déjà, la première chose, c'est de nommer les problèmes, ce que pour le coup, j'ai cherché à faire au maximum. Et tout de suite, une chose très pratique, hein, quand vous voyez les choses que vous venez de décrire, je ne sais pas ce qui se passe actuellement quand ce genre de choses arrive, mais ça doit être signalé, ça ne doit pas rester quelque chose qui se dit entre juste la communauté éducative, ça doit remonter au rectorat. Vous avez un excellent recteur aujourd'hui, je connais bien, M. Benoît Delaunay, qui est tout à fait dans cette philosophie. Il a autour de lui ce qu'on appelle le carré régalien, c'est-à-dire des gens spécialisés sur ces questions, la radicalisation, la laïcité, la lutte contre le harcèlement et la lutte contre les violences. Sur ces 4 sujets qui sont différents mais reliés, il y a des gens qui sont là pour intervenir et venir au collège et voir qu'est-ce qu'on fait pour rattraper les choses, pour ne pas se laisser faire par rapport à des phénomènes comme ça. Et donc, le système scolaire, avec ce qu'on a mis en place depuis 2017, et je m'empresse de dire aussi au passage quand même que la baya était interdite quand j'étais ministre, hein, et que c'est parce qu'il y a eu du façonnement en 2022 et 2023 que d'un seul coup il y a eu l'annonce sur la baya. C'est typique aussi de la société de communication dans laquelle nous sommes. Mais et je suis un peu fatigué d'entendre parler de la baya pour tout vous dire, par rapport à tout un tas de choses que je sais. Mais sur la question de la laïcité, il y a toute une série de dispositifs qui existent au sein de l'éducation nationale et qui doivent être donc systématiquement mis en œuvre. Après, c'est vrai que même quand on fait ça, on peut se sentir dépassé par le fait que il y a des phénomènes de société qui ne peuvent même plus être gérés par l'école. Je donne plusieurs exemples dans le livre, j'en donne un qui un peu prolonge ce que vous venez de dire. Une famille où le père part avec son fils en voiture à l'école, pendant que la mère avec la fille, ils vont à pied, et la fille porte son cartable plus le cartable du fils. D'accord ? Ce genre de phénomène, qu'est-ce que vous pouvez faire? Aucune loi contre ça. C'est pas l'école non plus qui va, si ce n'est parler aux parents en leur disant que c'est pas bien. Mais là, on est typiquement sur le phénomène de société. Donc là, on dépasse le sujet scolaire et on est sur la question de ce qui doit se passer dans notre pays en matière de respect d'un certain nombre de règles de base. Et j'ai sur ce sujet des propos très fermes que j'assume complètement et que je situe dans l'orbite républicaine. Ça m'amène à un propos politique, si vous voulez. Si on laisse à l'extrême droite le monopole de réponse ferme sur les sujets de l'immigration et de la lutte contre l'islamisation politique et l'islamisme radical, eh bien, étape par étape, on va vers l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Ou alors, c'est ce que j'ai défendu pendant 5 ans, on est capable d'avoir, depuis le camp républicain, une fermeté non moins grande, mais tout à fait respectueuse de l'état de droit, et sans arrière-pensée xénophobe d'une quelconque façon, mais simplement on est en France avec des règles à respecter, et ceux qui ne sont pas satisfaits de ça n'ont pas vocation à perdurer dans nos pays. Par exemple, les gens qui font des pogroms aux Pays-Bas doivent être expulsés immédiatement s'ils n'ont pas la nationalité du pays. Ce sont des règles de ce genre qui doivent s'imposer dans les temps à venir, et si on n'agit pas sur ce qui se passe dans la société, l'école n'est jamais que le réceptacle de ça. Et aujourd'hui, l'école est souvent en situation d'avoir à répondre de manière un peu impuissante à des phénomènes qui en réalité n'ont pas leur source dans l'école. Et donc, ma réponse tient en 2 points. Premièrement, oui, il y a des outils dans le système scolaire et il faut les utiliser et il faut être ferme. Et chaque fois qu'on est ferme, en réalité, on obtient des résultats. Dès lors qu'il y a cohésion de la communauté scolaire vis-à-vis de ces sujets. Et deuxièmement, il faut évidemment avoir une vision du sujet à l'échelle
de la société, à l'échelle de la République, pour que nos sociétés restent démocratiques, républicaines, laïques, et que ce modèle fasse envie. Et à quelles personnes ces sociétés font le plus envie? Eh bien, aux réfugiés syriens qui ont fui un régime autoritaire et de la pression islamiste, aux femmes iraniennes réfugiés politiques, aux femmes afghanes réfugiés politiques aujourd'hui en France, qui, quand elles voient des islamistes imposer le genre de choses que vous avez dit, sont catastrophées en disant « j'ai fui ça dans mon pays, et pour retrouver la même chose en France ». Et donc, dans le propos que je tiens, non seulement il n'y a rien de xénophobe, mais c'est un message d'amitié pour tous ceux qui défendent la liberté dans le monde entier. Et moi, je soutiens les femmes iraniennes, et je ne soutiens pas les ayatollahs iraniens. Voilà. Et donc, ces principes-là sont universels, et il faut éviter la confusion des esprits sur ces sujets. Il faut être ferme, clair, net, calme, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci pour toutes ces réponses. Je pense qu'on peut